Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Environnemental de la culture et de l'éducation de Guyane vous présente le supplément pays. 8h23, merci d'avoir choisi Radio Pays depuis ce matin pour commencer cette journée avec vous. Depuis ce matin 5h, nous partageons l'actualité qui se veut politique en ce mardi, puisque vous l'avez compris, nous avons entamé les différents débats sur Radio Pays. Les rendez-vous, ça commence dès cette matinale avec les invités de Victor Invite, les candidats du 7h qui vont se succéder deux par deux durant 10 minutes pendant toute la période, et vous pourrez notamment entendre d'ici quelques heures sur la chaîne YouTube de Radio Pays les deux premiers qui se sont prêtés à l'exercice de style, Thibault Le Chavega ainsi que Mylène Mathieu. Ça va se poursuivre demain dans le grand forum de Jules-Vernet avec notamment Rodon Chalcolefey, Eric Cantou et Philippe Bouba pour la première circonscription, et pour la seconde ce sera vendredi avec Davy Riemann, Virginie Thomas et Lénaï Cadan. On a pu également prendre connaissance de ces crues qui sont quasiment historiques sur l'Oyapock et le Haut-Maroni. C'est vraiment une situation préoccupante. On a quelques images qui arrivent et qui sont plus qu'alarmantes. On va tenter également de savoir comment ça se passe avec les différentes populations. Yael Braun-Pivet, c'est la nouvelle Madame Outre-mer. La ministre des Outre-mer s'est exprimée pour la première fois. C'était hier lors de la journée d'hommage aux victimes de l'esclavage, et elle s'est engagée devant les différentes associations à ce qu'aboutisse le projet de mémorial pour les victimes de l'esclavage. On suivra tout cela bien entendu avec beaucoup d'attention. Et puis aussi l'actualité, c'est ce qui se passe à Saint-Laurent-du-Maroni. Peut-être hasard géographique ou lien de cause à effet, on ne sait pas du tout, mais on sait qu'il y a ce jeune homme qui a été abattu à Saint-Laurent-du-Maroni, pas très loin d'ailleurs de l'endroit où avait été tué le pasteur. C'est une histoire que l'on suit avec beaucoup d'attention, et qui mieux pour nous en parler ce matin, peut-être de cette enquête qui est en cours avec certains détails que nous n'aurons peut-être pas, mais en tout cas tracer le cadre de cette histoire, Samir, avec le commandant de gendarmerie Stéphane Braque qui est notre invité ce matin dans le supplément pays. Exactement, le général Stéphane Braque, commandant de la gendarmerie en Guyane. Bonjour. Bonjour. Avec vous pour évoquer avant toute chose votre bilan à la tête de la gendarmerie depuis 3 ans maintenant, quasiment à quelques semaines près en Guyane. Parler également de l'action de la gendarmerie à travers des exemples concrets. On va évoquer notamment 2 thèmes très forts: la lutte contre l'orpaillage illégal, la lutte en forêt, y compris par rapport aux bandes armées, et puis peut-être tout ce qui est criminalité liée au trafic de stupéfiants. Un mot, Général Braque, pour commencer, sur l'état de la Guyane sur le plan sécuritaire, sur le plan insécuritaire peut-être, des violences, quelles sont les préoccupations majeures aujourd'hui? Alors tout d'abord, si vous voulez, je dirais en préambule, qu'en bientôt 3 ans de présence de commandement de la gendarmerie en Guyane, il n'y a pas une seule journée où je me suis posé la question de l'utilité de la gendarmerie. Quand je vois l'engagement, l'implication sur le terrain des femmes et des hommes de la gendarmerie, on en perçoit pleinement, encore une fois, l'utilité et je le pense l'efficacité. Alors l'état de la délinquance sur la Guyane, il est réel. Je vais pas dire le contraire. Je pense que tout le monde en est conscient. Maintenant, il y a un fort engagement quotidien pour faire en sorte d'endiguer ou de limiter ce phénomène. Il y a eu plusieurs points marquants. Peut-être un mot d'abord sur la forêt. On a beaucoup parlé de Dorlin cette année. Tout d'abord parce que ça faisait 10 ans qu'il y avait eu la bande de Manuel Zinho, le sanglant Manuel Zinho, et les décès y compris de militaires. Et puis parce qu'on a vu à nouveau émerger de nouvelles bandes armées 10 ans après. Aujourd'hui, est-ce que la situation est stabilisée? Et où en sommes-nous justement sur ces bandes? On a parlé de Soukouri, on a parlé de j'ai perdu son nom, de Zé Louis. Ça en est où aujourd'hui? Alors,
Dorlin, oui, bien sûr. Dorlin, tout le monde a en tête ce nom, comme vous l'avez souligné, hein, il y a 10 ans, lors d'une embuscade montée par une bande armée. On a 2 camarades des forces armées en Guyane qui ont été tués, et on a eu 2 gendarmes de blessés également par balle. Donc c'est un événement marquant. Alors Dorlin, c'est un site emblématique, mais on en a bien d'autres sur le territoire guyanais, et en particulier sur l'ouest guyanais, puisque 80% des chantiers d'orpaillage illégaux sont localisés sur ce secteur du département. Le phénomène des bandes armées, il est pas nouveau. Alors qu'est-ce qu'on entend par bande armée ? En fait, ce sont des individus qui finalement tentent de prendre le contrôle de zones aurifères, de chantiers d'orpaillage illégaux, et qui s'installent un petit peu à l'image de chefs d'entreprise, pour pouvoir avoir le maximum de bénéfices et le maximum de rentabilité. Alors notre volonté depuis en tout cas au moins 3 ans, depuis que j'ai pris le commandement de la gendarmerie de Guyane, c'est précisément de lutter contre ce phénomène et de s'intéresser avant tout aux acteurs importants de la lutte contre l'orpaillage illégal avant de s'occuper uniquement du simple ouvrier du Guérim-Perros. C'est un peu le même principe que lorsqu'on lutte contre les trafics de stupéfiants, plutôt s'intéresser aux chefs de réseau plutôt qu'aux simples vendeurs. C'est illustré par exemple au POPK6 il y a un mois quasiment à Kourou, c'est-à-dire on s'attaque à la logistique, à ceux qui soutiennent, ceux qui sont en forêt, plutôt que d'aller passer des heures et des journées entières en forêt à courir après des Guérim-Perros qui vont plus vite que vous. Alors, ils vont plus vite que nous, on va très vite également. Ils connaissent très bien la forêt. Oui, bien sûr, ils connaissent très bien la forêt. Alors, la lutte contre l'orpaillage illégal, c'est une approche globale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être présent sur tous les segments de la lutte pour obtenir des résultats. Donc bien sûr, conduire des opérations en forêt profonde, s'infiltrer par moyens aéroportés, à pied, en pirogue, pour intervenir sur les chantiers, sur les campements, saisir, détruire, interpeller, mais également il faut s'attaquer aux flux logistiques. Si on arrive à tarir les flux logistiques, en main-d'œuvre, en vivres, en provisions, en matériel, eh bien évidemment, on va rendre la vie des orpailleurs illégaux plus difficile. Donc PK6, c'est précisément ça. PK6, que tout le monde connaît, hein, on est en périphérie de Kourou, c'est une espèce de village informel, une 60aine d'habitations, environ 250 personnes, majoritairement brésiliens, et on savait que ce point servait de base logistique, de base de transit, pour précisément la logistique à destination des sites d'orpaillage. Donc en fait, on en a fait un objectif prioritaire hein, depuis une année, un gros travail d'investigation pour matérialiser tous ces flux, et ça a débouché sur cette opération il y a quelques semaines. Vous parliez de logistique tout à l'heure. Cette logistique qui est énorme, on voit certaines images passer, ne peut évidemment pas se faire sans complicité. Les enquêtes qui visent également les complices, ceux qui aident à organiser et qui alimentent ce trafic, parce que ça passe par la Guyane, ça passe par Kourou, ça passe également par Saint-Laurent et d'autres zones qui sont françaises. Ces enquêtes, elles s'intensifient, elles mettent également une pression sur ces complices pour qu'ils puissent hésiter ou ne plus participer à ces opérations. Alors c'est précisément ça, les complices bien sûr nous intéressent. Encore une fois, ce sont ce qu'on va appeler ça des cibles à valeur ajoutée dans notre jargon. On s'intéresse à ces gens qui ont un rôle clé dans les réseaux de logistique. Alors ça peut être des commerçants qui, en pleine connaissance de cause, contribuent à l'orpaillage illégal. Ça va être des passeurs qui vont organiser l'arrivée des Guérim-Perros. Ça peut être des bijoutiers qui recèlent de l'or extrait illégalement en forêt. Donc bien sûr, on concentre nos efforts sur ces individus. Aujourd'hui, ça veut dire qu'en 2022, personne ne peut dire on ne savait pas pour qui on travaillait ou bien quel produit on a récupéré. Oui, non, je crois que celui qui participe à un bon niveau à l'orpaillage illégal ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Samir Mathieu l'a dit, les Guérim-Perros vont très très vite, même si la gendarmerie également essaie d'aller tout aussi vite. Mais on voit et on a bien compris que le problème parfois se travaille, se juge à un autre niveau, le niveau politique. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, et je vous pose la question directement, de voir que vous avez
avoir l'impression parfois de travailler, un travail incessant, et de voir les mêmes personnes revenir et courir à chaque fois, alors que vous pourriez développer d'autres combats plus importants, notamment parce qu'il y a aussi la drogue, l'orpaillage illégal, mais il y a la drogue de l'autre côté également qui est un véritable fléau pour la Guyane. Est-ce que quelque part il n'y a pas un manquement dans cette partie politique qui pourrait renforcer vos pouvoirs et vous permettre de travailler sur d'autres domaines plus importants? Alors on reprend, c'est vrai, souvent l'image ou du mythe de Sisyphe, donc c'est ça. On pousse le caillou qui redescend tout le temps et systématiquement. Et on recommence, ou l'hydre de Lerne, on coupe une tête du serpent et la tête repousse. Alors moi je préfère dire que la lutte contre l'orpaillage illégal c'est plus une course d'endurance, donc il faut tenir dans la durée et c'est le premier qui baisse les bras qui a perdu. Qui va se fatiguer en premier selon vous? Alors en tout cas ce ne sera pas la gendarmerie parce qu'on est parfaitement mobilisé et je dirais on n'a nullement l'intention de changer ni de rythme ni ni d'abandonner le combat. Pour revenir à la question sur je dirais le volet plus diplomatique, je parlerais davantage plutôt d'un volet politique plutôt diplomatique. On sait bien qu'il y a différents volets pour lutter contre l'orpaillage illégal et il y a le volet diplomatique. Il y a le volet diplomatique parce que les garimpeiros, on l'a dit, sont à 95% brésiliens. Donc on a très certainement quelque chose à faire avec le voisin brésilien et on sait que la logistique de l'orpaillage illégal, surtout sur l'ouest guyanais, vient de l'autre côté du Maroni, notamment tous ces comptoirs qui sont installés au Suriname et qui fournissent finalement aux orpailleurs illégaux tout le matériel nécessaire pour monter des chantiers en forêt guyanaise. On a vu que cette diplomatie également était mise à mal de l'autre côté, du côté surinamien, avec parfois ces barges qui étaient détruites par la gendarmerie, mais qui étaient en partie du côté surinamien, avec des frontières qui étaient approximatives, on ne savait pas trop bien de quel côté on était. Est-ce que ça représente également des difficultés pour vous, pour travailler de manière efficace? Alors, des difficultés, je vais pas parler de difficultés, ce sont des contraintes qu'on doit prendre en compte. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3 ans, on progresse bien en matière de coopération avec le Suriname. On a beaucoup d'échanges aujourd'hui entre la gendarmerie et la KPS, la police du Suriname, pour précisément mettre en œuvre un certain nombre d'actions communes, conjointes, qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. Alors, ça va peut-être pas assez vite ou très vite, mais en tout cas, on progresse et c'est significatif. En ce qui concerne justement également ce volet politique, l'ancienne ministre de l'écologie, la transition écologique, Barbara Pompili, est venue au mois de février. Elle a évoqué Harpie 3, sans en dessiner plus de contours. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir aujourd'hui de façon concrète? Alors, je peux pas me prononcer sur Harpie 3 parce que pour le coup c'est une décision gouvernementale, politique. En revanche, oui, on est en permanence en réflexion sur l'amélioration de la performance en matière de lutte contre l'orpaillage illégal. Donc par rapport aux constats que l'on réalise sur le terrain, par rapport aux besoins que l'on pourrait avoir, en permanence, on fait des recommandations, des propositions en interne comme en externe pour, encore une fois, avoir davantage d'outils pour gagner en performance. Peut-être un mot sur, ça fait partie, il me semble, des grosses opérations et ça revient aussi à parler de la forêt, sans forcément parler de l'orpaillage directement, de ce phénomène de bandes armées. Vous les avez évoqués, vous avez prononcé le terme de Soukouri tout à l'heure et de Zé-Louis, pardon. Mars 2020, ce qui se passe sur le pont de Kourou. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Alors mars 2020, c'est un épisode très marquant de l'activité de la gendarmerie en Guyane. Rappelez-vous, mars 2020, on monte en une embuscade, et on intercepte une bande armée sur le pont de Kourou de nuit. Donc bande armée qui venait de réaliser différents braquages de mines légales. Donc là, on est, je dirais pas tout à fait dans le milieu de la lutte contre l'orpaillage illégal, mais on est en présence de bandes armées plutôt brésiliennes qui, s'infiltrent sur le département avec pour but d'aller braquer les miniers légaux. Et au passage, n'hésite pas non plus à rançonner les orpailleurs illégaux. Juste pour revenir sur cette scène, vous étiez présent. Parfois on dit, on scénarise, mais on parle de scènes de western un peu facilement. Là, on est sur une course-poursuite qui dure sur plusieurs kilomètres, c'est ça? Il y a des coups de feu qui ont été échangés. Comment ça se passe? Alors, c'est d'abord un gros travail de renseignement. C'est un gros travail de préparation
pour imaginer les différents scénarios et mettre en place le dispositif qui va apparaître le plus adapté. C'est faire des paris également, essayer de se mettre à la place de l'adversaire pour imaginer quelles vont être ses réactions et pour le coup pour prendre les mesures adaptées. Donc là typiquement on est sur une bande armée que l'on sait équipée d'armes automatiques, de fusils, d'armes de guerre, qui vient de procéder à différentes attaques de mines légales. On avait eu d'ailleurs un échange de coups de feu très nourri entre des gendarmes mobiles et cette bande armée sur une des mines sur lesquelles on avait mis un dispositif de protection. Et on sait qu'ils vont chercher à regagner le Brésil. Donc on étudie le terrain et on voit que le pont de Kourou nous semble être l'endroit le plus adapté pour monter une embuscade. Donc à partir de là, on engage des moyens très conséquents, l'antenne du GIGN, on engage des blindés et on monte une véritable souricière pour bloquer cette bande armée. Il y en a un qui avait réussi à prendre la fuite, à sauter par-dessus le pont, c'est ça? Alors oui, tout à fait. On a parmi les individus qui étaient dans le véhicule, on en a un qui n'a pas hésité à sauter dans le fleuve Kourou. On est face à des hommes, et cette question elle était liée à cette réflexion aujourd'hui, qui sont ultra déterminés, des personnes parfois violentes. On parle aussi de gangs brésiliens, alors excusez-moi pour le terme, mais ce sont des factions. C'est quoi une faction armée qui, à présent, serait installée ici en Guyane? Alors, c'est un phénomène qui est ancien et qui est bien connu au Brésil. Ce sont des familles, enfin des factions criminelles, des groupes criminels qui, pour beaucoup, prennent naissance dans les prisons brésiliennes et qui sont de véritables mafias, un petit peu sur le modèle de ce qu'on peut avoir en Italie ou en Sicile, et dont le but est de faire du bénéfice avec des activités criminelles, notamment les trafics de stupéfiants. Donc on en a beaucoup au Brésil, c'est connu dans les favelas, etc. Et on en a dans l'État d'Amapá, voisin. Et ce que l'on note, c'est que depuis quelques temps, nous, sur nos opérations, on a interpellé des individus qui sont reconnus comme appartenant à ces factions armées brésiliennes, avec pour but évidemment de pourquoi pas prendre pied sur le sol guyanais, notamment pour tout ce qui est lié au trafic de stupéfiants. Alors on voit que vous avez énormément de travail. On va revenir également sur les zones urbaines où vous avez tout autant de travail. On a du mal un peu à jauger ce que les forces de l'ordre, de manière générale, appellent un sentiment d'insécurité et qui n'est plus un sentiment pour la population. On voit, notamment à travers les différents rendez-vous d'information de Radio Pays, qu'il y a une violence urbaine qui se fait de plus en plus présente. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous travaillez pour justement faire en sorte que celle-ci ne puisse pas grandir encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui? Alors, ça passe d'abord par un suivi très rigoureux de la situation pour être très réactif. C'est-à-dire que moi je me contente pas d'avoir un dispositif plaqué sur la zone gendarmerie en Guyane et rester sur quelque chose qui n'évolue pas. Donc c'est pour apporter une réponse opérationnelle, c'est en permanence être capable d'équilibrer les forces dans le déploiement, pour encore une fois avoir les moyens pour agir. Donc ça c'est particulièrement important. Le deuxième point que j'exige de mes subordonnés, c'est une réactivité, je vais dire quasi instantanée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en Guyane se reposer entre guillemets sur un constat. C'est-à-dire que derrière, il faut passer de la parole au geste, et donc le but encore une fois c'est d'apporter une réponse immédiate, aussi bien en matière de présence sur le terrain que bien sûr d'investigation derrière. Donc on est extrêmement vigilant. Alors oui, le sentiment, on oppose souvent l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est avoir l'impression qu'on peut pas aller se promener à certains endroits, à certaines heures de la journée. Et le but pour nous, c'est évidemment par une présence rassurante et dissuasive, s'opposer à ce sentiment d'insécurité. Quand on parle de zone de non-droit en périphérie de Cayenne, en zone gendarmerie, où la gendarmerie va très peu, voire pas du tout, est-ce que ce sont des vues de l'esprit, ou bien il y a des zones qui sont plus compliquées que d'autres pour vous à contrôler? Alors, dire qu'il y a des zones de non-droit où la gendarmerie ne va pas, oui, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a pas de zone de non-droit. La gendarmerie va partout, je dirais
en tout lieu et en tout temps. Là aussi, si vous voulez, moi j'ai une position qui est très claire vis-à-vis de mes hommes, c'est de leur dire le dernier mot, en tout état de cause, doit appartenir à la gendarmerie. C'est le droit. La force doit rester à la loi. Donc, sur une situation compliquée, bien sûr, on a des quartiers, on a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Si on est à l'instant T un peu en situation d'infériorité ou dans un rapport de force qui n'est pas favorable aux gendarmes, on va pas être suicidaire, mais on va donc rompre le contact, on va se réorganiser tout de suite, on va revenir plus fort et on tiendra le terrain et le dernier mot nous appartiendra. Alors évidemment, c'est coûteux, c'est également exposé. Je rappelle, sur l'année 2021, 119 gendarmes blessés. Donc ça veut dire que un jour sur 3, j'ai un gendarme qui est blessé en intervention. Donc c'est pas neutre. Mais encore une fois, ça fait partie de notre métier, c'est notre engagement. Mettez votre casque, on a des appels en direct ce matin pour vous. Il est 8h43, Radio Pays, bonjour. Bel bonjour Kylian. Bonjour Dan, comment ça va? Moula, bonjour sur le plateau. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Moteke envie savait à qui grade qu'il a été. C'est le patron, c'est le commandant de la gendarmerie en Guyane. Le général Stéphane Bras. Commandant? Oui. Le général Bras, oui. Général Bras, oui. C'est le patron. Quelle est votre question? Alors, ma question est la suivante, parce que, on parle de Maman Valentin sur la Mana. D'accord? Vous avez eu pas mal de plaintes qui a été déposées, et d'autant plus qui a été sans suite, qui a eu des blessés en choc frontal. Je crois qu'il y a eu même 2 gendarmes blessés aussi, d'accord? Et que même les chasseurs et les pêcheurs en plaisancier, parce que c'est notre culture, notre patrimoine, et lorsque je regarde, même la gendarmerie est inférieure à ce qui se passe là-haut. Parce que je rappelle, on a quand même des morts qui sont envoyés sur le débarcadère, et que lorsqu'on nous dit que ces morts-là, ils sont enterrés via soit Saint-Laurent ou soit à Cayenne, et que on n'a pas les identités des personnes, ces Brésiliens-là, ils sont enterrés ni vus ni connus, d'accord? Ça c'est bien précis, d'accord? On a les renseignements, d'accord? Et d'autant plus, lorsqu'on nous parle de zones de non-droit, mon commandant, je vais vous dire quelque chose qui est simple. Au bout d'un moment, ce sont les chasseurs qui vont prendre la main. Parce qu'on en a ras-le-bol, d'accord? Parce que vous donnez des chiffres à tout vent, à tout va et tout, pour enjoliver le blason de la gendarmerie, mais on ne voit rien de fait, d'accord? Vous êtes inférieur à ce qui se passe dans la forêt guyanaise, d'accord? Et je le répète, et je maintiens ce que je dis. Pour conclure, Dan, pour que notre invité puisse répondre. Moi, je voudrais un moyen... Comme le Brésil. Le Brésil, lorsqu'ils arrivent, c'est 4000, 7000 personnes, soldats. C'est ce que moi, je demande. Merci. D'accord? Merci beaucoup, Dan. Est-ce qu'on peut imaginer, Stéphane Bras, ce genre de déploiement de force pour terroriser les terroristes, comme disait à l'époque un ancien ministre de l'Intérieur, il y a très longtemps? Est-ce qu'il y a des moyens de terroriser ce genre de personnes avec déploiement de force aussi probant? Alors d'abord, il faut évidemment pas non plus négliger la présence des forces armées en Guyane. Je rappelle, on a quand même 2 régiments présents sur le département qui sont pleinement engagés aux côtés de la gendarmerie dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Après, évidemment, on peut, dans un monde idéal, dire on va mettre un gendarme ou accompagné d'un militaire des FAG derrière chaque gare Imperos ou derrière chaque habitant pour endiguer la criminalité, que ce soit en forêt ou sur le littoral. Mais je dirais ça n'existe pas. Ou alors on est dans un système qui s'appelle une dictature. Donc c'est pas le but. Alors nous on est pleinement d'avis pour travailler en coopération avec finalement
plein de gens qui peuvent être des coproducteurs de la sécurité, en nous apportant du renseignement, en nous apportant des informations. Alors ça peut être vrai pour les chasseurs, par exemple, puisqu'on parlait des chasseurs. Je dirais, on est pleinement, encore une fois, on est pleinement dans cette démarche. Après, le déploiement des gendarmes, le déploiement des forces, à l'échelle nationale, pour le coup, c'est un choix politique. En progression d'appel, Samir, ou bien vous avez une question? Peut-être reprendre des nouvelles du gendarme qui a été blessé assez sérieusement à Saint-Georges-de-l'Oyapock il y a un peu plus d'un mois. C'est assez rarissime, mais là il a été pris à partie alors qu'il était pas en service. Bon, un gendarme est peut-être tout le temps en service, mais en tout cas il a été pris à partie dans un libre service. Comment ça va? Comment va-t-il et que donne l'enquête? Alors, tout d'abord, merci de prendre des nouvelles de ce camarade. Donc, il va bien. Aujourd'hui, il va bien. Il a eu effectivement beaucoup de chance. Je rappelle, il a été blessé par balle. La balle a traversé une jambe et a fini sa course dans l'autre. Fort heureusement, il n'y a pas eu ni d'os ni d'artères touchées. Donc voilà, il va plutôt bien et je dirais son souci, moi je l'ai accueilli aux urgences la nuit même. Son souci, c'était de pouvoir continuer à travailler sur l'enquête sur laquelle il était, puisque en fait c'est parce qu'il enquête sur un réseau lié au trafic de stupéfiants sur Saint-Georges qu'il a été, je dirais, reconnu. Et les raisons pour lesquelles donc un individu, pour le coup très défavorablement connu, a, je dirais, ouvert le feu sur ce militaire de la gendarmerie. 8h49, on a des appels ce matin en direct Radio Pays. Bonjour. Oui, bonjour, Kylian. Bonjour Daredevil, alors on y va. Ça te fait. Moula, mon Kachambi. Monsieur le commandant, bonjour. Bonjour. Samir Mathieu. Comment vas-tu, Mathieu? Bonjour. Voilà. Samir. On est là, tout va bien. Pas bien. Alors, deux choses. Est-ce que les forces armées ne peuvent pas impliquer, la première question, peut impliquer le consul du Brésil qui se tient ici? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, même si on détruit le matériel, vous savez très bien que c'est les hommes qui font le matériel tourner. Et comme je regarde les différents reportages que vous avez permis à la Guyane la première de vous accompagner, à chaque fois, c'est toujours fini la même chose. Les gars, ce sont des poissons dans l'eau et à chaque fois, vous vous faites avoir. En moins de 2, le gars plonge et il disparaît dans l'eau. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de changer cette formule, impliquer davantage le consul du Brésil ici pour que vous pouvez mieux renforcer de l'autre côté, du côté Saint-Georges, votre présence avec la BOP et compagnie, parce que vous aurez des informations beaucoup plus fluides. À chaque fois, on aurait dit, comme on dit chez nous, vous transportez de l'eau dans un panier. Parce que c'est toujours les mêmes personnes. Pour conclure, Daredevil. C'est ça le problème. Voilà, voici mes deux questions. Merci beaucoup. Et j'y ajouterai, mon général, est-ce qu'il n'y a pas parfois une disproportion de mise en place de moyens de la gendarmerie sur des opérations simples? Et là, je fais référence à l'affaire Laya, où on parle d'une 50aine de gendarmes qui ont été déployés pour des nuisances d'un chef d'entreprise. Est-ce que parfois, quand la population voit ce genre de déploiement de force, alors on se pose pas des questions sur la proportion, l'équivalence des choses et surtout des moyens utilisés? Alors, tout d'abord sur la coopération, la coordination avec le Brésil, c'est le cas aujourd'hui. Encore une fois, comme je le disais, c'est vrai avec le Suriname, c'est vrai également avec le Brésil. On développe aujourd'hui la coopération de manière à avoir de meilleurs résultats. Moi, je me suis déplacé à Macapá pour rencontrer mes homologues des différentes forces de police brésiliennes. On a entrepris un partenariat avec la police militaire, dont le bataillon des opérations spéciales, le BOP. Donc on a aujourd'hui des entraînements communs, notamment avec l'antenne du GIGN, donc gendarmerie française, et le BOP. Et le but derrière tout ça, c'est de parvenir à des opérations conjointes, notamment sur la frontière, donc à l'est du département. Donc, excusez-moi, mon général, de vous couper, mais les dernières négociations, elles n'ont pas forcément abouti par rapport à ça. Les relations entre les deux présidents, français et brésiliens, ne facilitent pas les choses. Mais alors, on travaille pas à ce niveau-là. Si vous voulez, on a une approche très pragmatique et nous, on travaille au niveau vraiment local, en partant du principe que on reste à notre niveau.
Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de coopération très pratique, sans forcément derrière solliciter des accords diplomatiques, des textes qui seraient très longs à mettre en place. On est vraiment sur une démarche pratique. Mais ça permet pas justement des patrouilles communes, par exemple, ne serait-ce que sur le pont de l'Oyapock, la PAF et la police, la PF ne peuvent pas travailler ensemble sur ce pont, par exemple. Alors, la police aux frontières ne relève pas de la gendarmerie nationale, oui. Donc je voudrais pas me prononcer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois pouvoir développer des missions conjointes entre les unités de gendarmerie et les différentes forces de police brésiliennes. Et c'est déjà le cas. On a des policiers brésiliens qui viennent travailler à Saint-Georges avec les gendarmes de la brigade de Saint-Georges de l'Oyapock. En matière de renseignement, là aussi, avec le Brésil et grâce en particulier au centre de coopération policière, qui est une structure gendarmerie-police à Saint-Georges, on a de très bons renseignements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on interpelle, notamment dans le milieu de l'orpaillage illégal, mais pas que, y compris sur le littoral, un Brésilien, on passe par ce centre de coopération policière pour faire le lien avec la police brésilienne, pour savoir s'ils le connaissent et ce qu'ils peuvent nous dire sur cette personne. Donc encore une fois, les échanges aujourd'hui sont en place. Alors c'est peut-être pas très visible, c'est pas très connu, mais en tout cas c'est le cas. On travaille vraiment dans ce domaine-là. Alors quant aux moyens déployés sur différentes opérations, je dirais c'est avant tout le choix du chef. C'est-à-dire que sur toute opération, on va faire une analyse de la situation et on va essayer de définir les moyens dont on a besoin pour agir dans de bonnes conditions. Alors parfois ça peut paraître disproportionné pour l'observateur extérieur, mais je dirais, alors sur cette affaire très précise, j'ai pas les éléments, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Dites-vous que chaque fois que la gendarmerie s'engage sur une opération, il y a toute une analyse qui est faite et qui nous permet de définir le volume qui nous paraît important de mettre sur le terrain pour agir dans de bonnes conditions. Je vous pose la question, mon général, est-ce que ça peut arriver que parfois, dans l'analyse des moyens à déployer, que la gendarmerie, nous sommes sur de l'humain, puisse se tromper? Oui, bien sûr. Le gendarme, il est humain comme tout le monde, donc bien sûr, ça peut arriver. On peut se tromper. Bien Parce sûr. que dans ces moments-là, vous imaginez bien que les images reprises par la population, ça circule. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont vérifiées. Nous faisons notre travail de vérification. Elles sont certaines fois, comme dans ce cas ici, avérées. Est-ce que le but également n'est pas pour la gendarmerie de ne pas se mettre à dos la population, en tout cas de ce point de vue? Vous parlez très régulièrement et vos prédécesseurs l'ont fait avant vous. D'une collaboration avec la population, de rentrer dans le quotidien de la population. Est-ce que ce genre de mauvaise appréciation peut justement contrarier ce travail de proximité que vous faites et peut-être vous couper de ces renseignements qui sont importants pour vos opérations? Non, oui, bien sûr. Le but, encore une fois, à chaque fois, est d'avoir le dispositif le plus adapté possible. Donc, on doit concilier sécurité de l'intervention et je dirais l'impact que ça va avoir sur la population. Mais c'est par exemple le cas. On va pas forcément déployer tous les moyens. On va pas forcément déployer tous les équipements si ce n'est pas nécessaire. On y fait attention. Et le but, c'est bien sûr et avant tout de ne pas se couper de la population. On avait parlé tout à l'heure de la période de la pandémie, du Covid-19. Nous, je dirais en permanence, la gendarmerie, on avait le souci, bien sûr, de faire respecter les mesures qui avaient été prises, mais également à côté d'accompagner la population. C'est pour ça que la gendarmerie, elle a participé à plein d'actions au service de la population. On dit ils sont tous armés. Aujourd'hui, c'est le cas dans les quartiers, notamment les jeunes. Vous avez ce sentiment et qu'est-ce qui va être mis en œuvre ou pas pour essayer de désarmer Ils sont tous armés, non, et heureusement, et pas encore. Maintenant, il est sûr qu'il y a une circulation importante des armes à feu en Guyane. Là aussi, statistiquement, en moyenne, on a en zone gendarmerie un vol à main armée avec arme à feu par jour. Enfin, on constate un vol à main armée par arme à feu chaque jour. Donc oui, il y a une circulation très importante des armes. On en saisit d'ailleurs toutes les semaines. On met en place des dispositifs qui permettent de contrôler justement les personnes et de retirer de la circulation ces armes. Alors je peux pas rentrer dans le détail, mais sachez que voilà, on a des opérations qui sont en préparation sur justement toute cette problématique liée à la circulation et au trafic des armes. Elles viennent d'où ces armes? Excusez-moi, Samien.
Alors, pour une part d'entre elles, en tout cas, on peut penser qu'elles viennent notamment du Brésil, puisqu'on va retrouver des armes, alors les Taurus, par exemple, les AR-15, les armes automatiques en forêt, qui sont des armes qui sont fabriquées au Brésil. Et puis après, faut pas non plus se voiler. Il y a certainement des filières d'approvisionnement en provenance, pourquoi pas des États-Unis. Aujourd'hui, vous avez tout ce qui est dark web, etc., qui permet également l'acquisition d'armes. Enfin, je dirais, voilà, c'est une réalité. La Guyane n'est pas à l'abri de tout ça. Et 8h57, on n'aura pas le temps de parler de tous les sujets qu'on voulait évoquer. On n'aura pas le temps. Mais un mot peut-être sur si vous aviez une synthèse à faire de ces 3 ans passés en Guyane et sur vos perspectives à venir aussi. Peut-être savoir où vous allez vous rendre dorénavant. À partir du 1er ou 15 août. Alors moi j'avais fait le choix de venir en Guyane, j'avais expressément demandé le poste de commandant de la gendarmerie de Guyane parce que voilà, je considère qu'à mon niveau de responsabilité, c'est sans doute un des plus beaux postes en gendarmerie sur le volet opérationnel, engagement. On peut encore faire beaucoup de terrain et moi c'est ce que j'aime. La suite elle va être pour moi très différente puisqu'à compter du 1er août je rejoindrai la métropole, en particulier donc la direction générale de la gendarmerie nationale, pour y prendre les fonctions d'adjoint au directeur des opérations et de l'emploi. Merci beaucoup, Général Stéphane Bras. Vous n'êtes pas venu en Guyane par sanction ou parce que vous avez été puni, c'est parfois le cas et c'était bien de le souligner en cette fin d'interview. Merci à vous, à très vite. Dominique Nugent qui nous a rejoint. Non, il y a tout le monde en studio. Bon, mais c'est important ce que vous dites, Samir, en fin d'interview, c'est très très important parce que le positionnement du commandant de la gendarmerie, du fait qu'il soit arrivé de sa propre volonté en Guyane ou du fait qu'il soit sanctionné, détermine également la politique et les relations de la gendarmerie avec la population. Pas que la gendarmerie, mais de toutes les institutions. Oui. C'est vrai que parfois il y a des. La population, c'est pas mal déjà, et on voit que les rapports se sont quelque peu apaisés depuis quelques années. Les contrôles sont beaucoup plus humains et le respect se fait systématiquement, ce qui ne se faisait pas toujours auparavant. Bonjour Dom, comment ça va? Et bien évidemment, tous ceux qui passent par la Guyane sont promus après. Ah bah voilà. La Guyane porte chance. Ça porte chance. Bon courage, bonne chance pour. Le général, vous avez eu votre deuxième ou troisième étoile? Troisième. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.